Mon monde commence avant l'aube, dans le froid mordant qui s'infiltre à travers les pierres nues de ma mansarde. Il n'y a pas de douce transition entre le sommeil et l'éveil, seulement la sonnerie brutale d'une cloche lointaine, un appel de fer qui déchire le silence et ordonne à nos corps de se mettre en mouvement. Mes pieds nus rencontrent la glace du sol, et chaque respiration est un nuage de buée dans l'obscurité. L'odeur de la poussière de charbon et de la lessive à la soude est la première chose qui m'accueille, l'air même de notre servitude. Nous nous habillons en silence, une armée d'ombres enfilant des uniformes rêches, nos gestes mécaniques, dictés par une année de répétition. Je ne suis pas un homme ici, mais une paire de mains, un dos courbé, un outil qui doit être prêt lorsque le soleil daignera enfin effleurer les toits de Marseille, une lumière qui n'atteindra jamais les sous-sols où notre journée a déjà commencé. La demeure du juge Beaumont n'est pas une maison, c'est une forteresse de silence et d'ombre. De l'extérieur, sa façade de pierre blanche semble regarder le port avec une arrogance froide. Mais à l'intérieur, c'est un labyrinthe de couloirs sombres où la lumière du jour est étouffée par de lourds rideaux de velours pourpre. Le bois des lambris, sombre et ciré à l'excès, absorbe les sons et ne renvoie que des reflets déformés de nos silhouettes furtives. Partout, le tic-tac implacable de l'horloge du grand vestibule rythme nos vies, chaque seconde martelant notre insignifiance. C'est une cage dorée pour ceux d'en haut et une cage de pierre pour nous en bas. Les murs suintent une humidité glaciale et une autorité qui vous pénètre jusqu'aux os. On apprend vite à marcher sans faire grincer le parquet, à respirer sans faire de bruit, à devenir une partie du mobilier, invisible et silencieux, car dans cette maison, être remarqué est le plus grand des dangers. Le juge lui-même est moins un homme qu'une présence écrasante. Nous entendons le bruit de ses pas à l'étage, un martèlement lourd et régulier qui fait trembler les cristaux des lustres et nos propres cœurs. Nul besoin de le voir pour sentir son pouvoir. Lorsqu'il descend, un silence de mort s'installe dans toute la maison. Les conversations des autres domestiques s'éteignent, les gestes se figent. Son ombre le précède, longue et menaçante dans la faible lueur des lampes à gaz. Sa voix est un grondement sourd, un instrument de jugement qui ne sert jamais à demander, seulement à ordonner. Il ne nous regarde jamais dans les yeux. Pour lui, nous sommes des spectres, des mécanismes nécessaires au bon fonctionnement de sa vie ordonnée. Notre peur est le ciment qui maintient les murs de cette maison debout, et il le sait. Il se nourrit de notre soumission silencieuse, de la terreur que son nom seul inspire dans tout Marseille. L'oppression ne vient pas seulement d'en haut. Dans les cuisines et les couloirs de service, un autre ordre tout aussi impitoyable règne en maître. La cuisinière, une femme massive dont les mains sont aussi dures que ses regards, gouverne son domaine avec une tyrannie mesquine. Le majordome, un homme sec et rigide comme un bâton de cire, nous épie constamment, son silence étant plus accusateur que n'importe quel cri. Il n'y a aucune fraternité entre nous, seulement une méfiance permanente. Chaque erreur est rapportée, chaque faiblesse exploitée pour gagner une once de faveur. Je suis le dernier arrivé, le garçon de la campagne, et donc le plus bas sur l'échelle. Je reçois les tâches les plus ingrates, les regards les plus méprisants. J'ai appris que pour survivre ici, il faut se méfier autant de ses semblables que de ses maîtres. Nous sommes des rats dans la même cale, prêts à nous dévorer les uns les autres pour un morceau de pain rassis. Ma journée est une litanie de contrastes violents qui me rappellent sans cesse ma place. Le matin, je cire des parquets si lisses qu'ils pourraient servir de miroir au luxe qui m'est interdit. Mes mains, abîmées par l'eau de Javel et la cire, polissent l'argenterie que je ne toucherai jamais avec ma bouche. Je transporte des plats dont les parfums de viande rôtie et d'épices lointaines me donnent le vertige, alors que mon estomac se contentera d'une soupe claire et d'un pain dur. Je vois passer les robes de soie de madame et de sa fille, des tissus si légers qu'ils semblent flotter, tandis que ma propre veste de livrée épaisse et usée me gratte la peau et sent la sueur. La chaleur du grand salon, où crépite un feu constant, s'oppose au froid humide de l'office. C'est un monde double, deux réalités séparées par une simple porte, et mon existence consiste à franchir cette porte des dizaines de fois par jour, le corps brisé par la certitude de n'appartenir à aucun des deux. Hier, envoyé au marché du Vieux-Port pour une course, j'ai vu la justice du juge en action. Une foule s'était rassemblée, hurlante et cruelle. Au centre, un jeune homme, pas plus âgé que moi, était attaché à un pilori, le visage en sang, un écriteau pendu à son cou proclamant son crime, vol de 2 pains.
Les gens lui crachaient dessus, les enfants lui jetaient des pierres. Son regard était vide, un abîme de désespoir et d'humiliation. Je suis resté là, paralysé, le panier lourd dans ma main. Ce n'était pas un spectacle, c'était un avertissement. C'était le monde tel qu'il est, tel que des hommes comme le juge Beaumont l'ont façonné. La faim est un crime, la pauvreté une tare, et la punition est toujours publique, une leçon brutale pour quiconque oserait défier l'ordre des choses. Je suis rentré à la maison le cœur glacé, comprenant que les murs de pierre de la demeure n'étaient pas seulement là pour nous garder à l'intérieur, mais aussi pour nous protéger de ce sort, tant que nous restions obéissants. Le silence de cette maison est une chose vivante. Il a un poids, une texture. Ce n'est pas l'absence de bruit, mais la présence d'une tension qui remplit chaque pièce. Lors des dîners de famille que je sers en me déplaçant comme une ombre le long des murs, le silence est assourdissant. On n'entend que le cliquetis des couverts sur la porcelaine et le bruit de la déglutition. Les regards ne se croisent jamais. Le juge mange la tête baissée, sa mâchoire contractée. Madame picore sa nourriture sans appétit, le visage vide. Et leur fille, mademoiselle Éléonore, fixe son assiette avec une intensité qui semble pouvoir la briser. Leur non-dit hurle dans la pièce. J'ai appris à lire ces silences. Ils parlent de ressentiment, de secrets enfouis, d'une tristesse si profonde qu'elle a pétrifié leurs âmes. Le son le plus dangereux ici n'est pas un cri, mais un soupir, un mot de trop qui pourrait faire s'effondrer tout l'édifice. Madame Beaumont est une esquisse, une femme qui s'efface un peu plus chaque jour. Elle se déplace dans les vastes pièces comme un fantôme, ses robes pâles se fondant dans la pénombre. Ses mains couvertes de bagues qui semblent trop lourdes pour ses doigts fins tremblent légèrement lorsqu'elle prend une tasse de thé. Elle ne donne jamais d'ordre directement, mais murmure ses volontés au majordome comme si le son de sa propre voix lui était devenu étranger. Je crois qu'elle a été belle autrefois. Parfois, en époussetant les cadres d'argent sur la cheminée, je vois son portrait de mariage. La jeune femme qui sourit a des étincelles dans les yeux, une vie qui a depuis longtemps déserté le visage de la femme que je croise dans les couloirs. Elle est la preuve vivante que la richesse n'est qu'une autre forme de prison. Sa cage est faite d'or et de soie, mais les barreaux sont tout aussi solides que les miens. Puis il y a elle, mademoiselle Éléonore. Je la vois rarement de près. Le plus souvent, je l'aperçois à travers une fenêtre, assise dans le jardin d'hiver, un livre abandonné sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. Elle est d'une beauté froide et parfaite, comme une statue de marbre. Elle a la posture rigide d'une poupée trop bien entretenue. Chaque geste est mesuré, chaque boucle de ses cheveux châtains est impeccablement en place. Mais parfois, quand elle pense que personne ne la regarde, son masque se fissure. J'ai vu une lueur dans ses yeux, une flamme sombre et intense qui ne correspond pas à son apparence docile. C'est une expression de rage contenue, de rébellion silencieuse qui me trouble profondément. C'est comme regarder la surface calme d'un lac et savoir que juste en dessous, des courants violents menacent de tout emporter. Il y a une tempête en elle, une tempête qui fait écho à la mienne, et cette pensée me terrifie. Mon esprit s'échappe parfois, retournant vers les collines arides de ma Provence natale. Je revois la terre craquelée, le soleil impitoyable qui brûlait nos récoltes et nos espoirs. Je revois le visage de mon père, usé par le travail, ses mains noueuses qui n'ont jamais rien possédé. Il nous disait de garder la tête basse, de ne jamais défier le propriétaire terrien, de nous contenter de notre sort. La soumission était notre héritage, une maladie transmise de génération en génération. Je suis venu à Marseille pour échapper à cette fatalité, pensant que la ville m'offrirait une chance. Mais je n'ai fait que troquer un maître contre un autre, un champ de poussière contre des couloirs de pierre. La faim qui me tordait le ventre a été remplacée par une faim différente, une faim de dignité, un désir désespéré d'être reconnu comme un homme. Mais ici, mon passé me colle à la peau, et je reste ce que j'ai toujours été, un fils de paysan invisible. La nuit tombe sur la demeure, apportant avec elle une nouvelle couche de silence. Les feux s'éteignent dans les cheminées, les lampes sont baissées et la maison semble retenir son souffle. C'est le moment de la journée que je redoute le plus. Le travail est terminé, mais le repos n'apporte aucune paix.
Allongé sur ma paillasse, j'écoute les bruits de la bâtisse qui s'endorment. Le craquement d'une poutre, le murmure du vent dans la cheminée, le tic-tac de l'horloge qui continue sa marche funèbre. Mais ce soir, il y a quelque chose de différent dans l'air. Une tension subtile, une sorte d'électricité statique qui fait se hérisser les poils de mes bras. C'est une sensation que je ne peux nommer, une prémonition que l'ordre immuable et brutal de nos vies est sur le point de se fracturer. Dehors, le ciel est noir, sans étoiles. J'ai le sentiment qu'une tempête se prépare, pas seulement dans le ciel de Marseille, mais à l'intérieur même de ses murs. Et je suis terrifié à l'idée d'être au centre de celle-ci quand elle éclatera. Je m'appelle Julien. Ce nom ici n'est qu'une étiquette commode, un son qui me désigne pour recevoir un ordre. Le véritable homme qui le porte est resté là-bas, dans la campagne écrasée de soleil où j'ai appris que le monde est divisé entre ceux qui possèdent la terre et ceux dont la sueur l'arrose. Mon père était de la seconde catégorie. Son dos s'est courbé avant l'heure, non sous le poids des années, mais sous celui de l'humiliation silencieuse. Il m'a appris à ne jamais regarder un maître dans les yeux, à répondre d'une voix neutre, à effacer ma propre présence pour ne pas déranger. J'ai vu l'injustice dans le regard fatigué de ma mère, dans le pain trop rare sur notre table, dans la peur constante du lendemain. Je ne suis pas venu chercher la richesse à Marseille, je sais qu'elle n'est pas pour moi. Je suis venu chercher un souffle, une parcelle infime de dignité. La sensation, ne serait-ce qu'une fois, de ne pas être un simple outil entre les mains d'un autre. Dans cette maison, mon invisibilité est devenue mon seul refuge et mon principal instrument d'observation. En nettoyant les cendres froides de la cheminée ou en servant le vin sans un bruit, j'apprends les secrets que les murs absorbent. Je vois les regards qui se fuient à table, j'entends les silences qui pèsent plus lourd que des aveux. Je suis un fantôme qui traverse leur existence, et parce qu'ils ne me voient pas, ils ne se cachent pas de moi. Je suis le témoin de leur propre servitude, une servitude dorée, tissée de conventions et d'attentes sociales, mais tout aussi implacable que la mienne. Je déchiffre les fissures sur leur masque de convenance, la tension dans la mâchoire du juge, le tremblement imperceptible des mains de sa femme, le vide insondable dans les yeux de leur fille. Je comprends que nous sommes tous prisonniers ici, chacun dans une geôle différente, mais tous soumis à la même loi impitoyable de l'ordre établi. Le juge Beaumont est cet ordre incarné. Il n'a pas besoin de crier pour imposer sa volonté. Sa seule présence suffit à glacer l'air. Quand il entre dans une pièce, la lumière semble baisser d'intensité. Les conversations s'éteignent comme des bougies dans un courant d'air. Il est un homme bâti de certitude. Sa droiture est une arme qu'il pointe sur le monde entier et surtout sur sa propre famille. Son pouvoir n'est pas seulement dans les verdicts qu'il prononce au tribunal, mais dans le jugement constant qu'il porte sur ceux qui l'entourent. Son regard ne vous voit pas, il vous évalue, vous mesure et vous trouve toujours en défaut. Je sens le poids de son autorité même quand il n'est pas là. Dans la rigidité du majordome qu'il imite, dans la peur des autres domestiques, dans l'atmosphère pesante de la maison. Il est le gardien de cette prison, le pilier sur lequel repose tout l'édifice de notre souffrance collective. Mademoiselle Éléonore est la plus belle parure de cette prison. Sa beauté est une chose triste et parfaite, comme celle d'une fleur pressée dans un livre. Elle se meut avec une grâce étudiée, chaque geste semble avoir été répété 1000 fois devant un miroir, chaque mot est pesé pour ne rien révéler de ce qui bouillonne en elle. Elle est l'incarnation de la vertu et de la bienséance, la fille parfaite du juge parfait. Mais je vois ce que les autres ne voient pas ou ne veulent pas voir. Je vois la solitude qui creuse des ombres sous ses yeux, la façon dont ses doigts se crispent sur son éventail quand son père lui adresse la parole. Elle est une poupée de porcelaine exposée dans une vitrine, admirée de tous mais que personne n'a le droit de toucher, et qui, je le soupçonne, rêve de se fracasser contre le sol pour prouver qu'elle est vivante. Sa vie est un long silence, une attente interminable dans une cage dont les barreaux sont faits d'or massif. Un soir, alors que je débarrassais la table après le dîner, elle a laissé tomber son gant de dentelle. Je me suis penché pour le ramasser, comme mon rôle l'exigeait. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde, un instant suspendu hors du temps. Dans ses yeux, habituellement si vides et lointains, j'ai vu une lueur que je n'oublierai jamais. Ce n'était ni de la gratitude, ni de la condescendance. C'était une rage pure, froide et profonde, un abîme de rébellion contenue. C'était le regard d'une prisonnière qui observe les murs de sa cellule, non avec résignation, mais en calculant l'endroit exact pour les faire s'effondrer.
Cet éclat de fureur m'a traversé comme un éclair, car j'y ai reconnu un écho de la mienne. J'ai compris à ce moment-là que sous la surface lisse de la jeune aristocrate se cachait une tempête aussi violente que celle qui grondait en moi. Et cette reconnaissance mutuelle, silencieuse et fulgurante, m'a terrifié plus que tout. Depuis ce soir-là, l'équilibre précaire de la maison me semble encore plus fragile. Je sens une tension nouvelle, un fil invisible qui s'est tendu entre le pouvoir absolu du père, la révolte muette de la fille et ma propre existence de serviteur. Nous formons un triangle de silence et de secret, trois âmes piégées dans une danse macabre dont personne ne connaît encore la musique. Je continue mes tâches quotidiennes, le dos courbé, le visage impassible, mais je suis désormais en alerte. J'observe mademoiselle Éléonore avec une attention nouvelle, guettant le prochain signe, la prochaine fissure dans son armure. Je sens que quelque chose est sur le point de se briser. Le calme de cette demeure n'est qu'un mensonge, une fine couche de glace recouvrant des eaux sombres et tumultueuses. Je ne sais pas quand ni comment, mais je sais avec une certitude glaciale que la glace va céder et que nous serons tous emportés. Ce fut une nuit où la pluie fine et glaciale s'acharnait sur les vitres, un murmure incessant qui rendait le silence de la maison encore plus profond. J'avais été convoqué dans les appartements de mademoiselle Éléonore, une chose qui n'arrivait jamais. D'ordinaire, c'était sa femme de chambre qui répondait à ses besoins. Je montais les escaliers de service, le cœur battant contre mes côtes, chaque marche me semblant plus haute que la précédente. Je trouvais sa porte entr'ouverte, une lame de lumière dorée fendant l'obscurité du couloir. Je frappais doucement, ma main tremblante. Sa voix, claire et froide, m'ordonna d'entrer. Elle était assise près de la cheminée, seule, vêtue d'une simple robe de chambre en soie sombre. La pièce était un sanctuaire de luxe silencieux, mais l'air était chargé d'une attente si lourde que j'eus du mal à respirer. Elle ne me regarda pas tout de suite, son regard fixé sur les flammes qui dansaient, et cette attente était une forme de torture. Je me tenais près de la porte, la tête baissée comme on me l'avait appris, attendant l'ordre qui justifierait ma présence. Le silence s'étira, devenant une chose tangible, un poids sur mes épaules. Finalement, elle parla, sans tourner la tête. Sa voix était basse, mais elle portait dans la pièce avec une autorité effrayante. Elle ne me demanda pas de raviver le feu ou d'apporter quoi que ce soit. Elle me dit « Approchez ». Je fis quelques pas hésitants sur l'épais tapis qui étouffait le bruit de mes souliers usés. Puis vint l'ordre, si simple et si monstrueux dans sa transgression qu'il me glaça le sang. « Levez les yeux, Julien, regardez-moi ». Mon corps tout entier se révolta. C'était la première règle, la plus sacrée, ne jamais croiser le regard d'un maître. C'était une insubordination, une invitation à la punition. Mais son ton ne laissait aucune place au refus. Lentement, avec une terreur qui me nouait les entrailles, je relevai la tête et plongeai mon regard dans le sien. Ses yeux étaient d'un gris tempétueux, et pour la première fois, je vis ce qu'ils contenaient. Pas de la colère, pas du mépris, mais une curiosité intense, presque clinique, et une solitude si vaste qu'elle menaçait de m'engloutir. Nous restâmes ainsi un long moment, dans un silence absolu, brisé seulement par le crépitement du feu. C'était un duel muet, une violation de toutes les lois qui régissaient nos existences. Puis, avec un geste lent et délibéré, elle se pencha vers une petite table à ses côtés. Elle prit quelque chose. C'était une bourse en velours. Elle l'ouvrit et en sortit une seule pièce d'or, qui brillait dans la lueur des flammes. Elle la posa sur le marbre de la cheminée, le son clair du métal sur la pierre résonnant comme un coup de fusil dans le silence. « Prends-la, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Ce n'était pas une récompense, c'était un paiement. Je venais de vendre quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Mes jambes semblaient faites de plomb alors que j'avançais vers la cheminée. Ma main tremblait si fort que je craignais de ne pas pouvoir saisir la pièce. En la prenant, mes doigts effleurèrent la surface froide du marbre. Elle ne bougea pas, ses yeux toujours fixés sur moi, scrutant ma réaction, analysant ma peur. Et dans cet instant de proximité interdite, je vis une fissure dans son masque de glace, une lueur de désespoir, la même que j'avais vue dans le regard du garçon sur le pilori. Elle n'était pas en train d'exercer son pouvoir, elle tentait de le détruire, de s'en libérer en le profanant. Elle cherchait dans ma soumission forcée un écho à la sienne, une confirmation que sa cage, bien que dorée, était tout aussi réelle que la mienne. Une vague de pitié mêlée de terreur me submergea. J'avais compris, ce n'était pas un caprice, c'était un appel au secours lancé depuis les profondeurs d'un abîme. Maintenant, partez.
Sa voix était redevenue tranchante, glaciale, effaçant toute trace de la vulnérabilité que j'avais cru percevoir. Je reculais sans un mot, la pièce d'or serrée dans ma paume, sa chaleur se propageant dans mon corps comme un poison. Je refermai la porte derrière moi et m'adossai contre le mur froid du couloir, le souffle court. L'ordre du monde venait de basculer. Les fondations sur lesquelles ma vie misérable s'était construite s'étaient effondrées en l'espace de quelques minutes. J'étais entré dans sa chambre en tant que domestique, j'en sortais en tant que complice d'un secret innommable. Cette pièce d'or dans ma main n'était pas une fortune, c'était une chaîne. Elle me liait à elle, à sa solitude, à sa rébellion silencieuse. Et tandis que je redescendais vers les ténèbres des quartiers de service, je savais avec une certitude absolue que ce n'était qu'un commencement, le premier pas d'une danse macabre dont l'issue ne pouvait être que fatale. La pièce d'or ne quitta plus la poche intérieure de ma veste. Son poids était un rappel constant, une brûlure froide contre ma peau. Durant les jours qui suivirent, je me déplaçais dans la maison comme un somnambule, chaque son me faisant sursauter, chaque ombre me paraissait être celle du juge. Je n'étais plus simplement un serviteur effrayé, j'étais le gardien d'un secret qui pouvait me coûter la vie. Je la cherchais du regard malgré moi. À travers les portes entr'ouvertes, je l'apercevais, assise à son piano, les doigts immobiles sur les touches d'ivoire, ou debout près d'une fenêtre, contemplant un monde qui lui était aussi interdit qu'à moi. Son silence n'était plus un vide, mais une question suspendue dans l'air, une question qui m'était directement adressée. Je sentais son regard sur moi lorsque je servais à table, un contact invisible et brûlant qui rendait l'air irrespirable. La maison entière semblait être devenue le théâtre de notre pacte muet, et chaque mur avait des oreilles. Notre seconde rencontre ne fut pas convoquée. Je dépoussiérais les volumes reliés de cuir dans la bibliothèque, une pièce rarement utilisée où l'odeur du papier et de la cire stagnait comme l'eau d'un marécage. Elle entra sans un bruit, refermant la lourde porte de chêne derrière elle. Le déclic du loquet résonna dans mon crâne comme un coup de feu. Elle s'approcha de moi, si près que je pouvais sentir le parfum subtil de violette qui émanait de ses vêtements. Elle ne me donna aucun ordre. Elle se contenta de prendre un livre au hasard sur une étagère, ses doigts effleurant les miens. Le contact fut électrique, une décharge de peur et d'une chose que je n'osais pas nommer. « Pourquoi êtes-vous venu à Marseille, Julien » demanda-t-elle, sa voix à peine un souffle. « Pour ne pas mourir de faim, mademoiselle » répondis-je sans lever les yeux. Elle eut un petit rire sans joie. « Nous avons tous nos famines, n'est-ce pas ?» Puis elle repartit, me laissant seul avec le battement assourdissant de mon cœur. Les prétextes devinrent sa nouvelle arme. Un mouchoir oublié dans le jardin d'hiver, un ruban tombé dans l'escalier, une demande pour que je vienne chercher une tasse de thé qu'elle ne toucherait jamais. Chaque rencontre était un risque insensé, une danse sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Je sentais les regards des autres domestiques sur mon dos, la curiosité suspicieuse du majordome, le mépris de la cuisinière. Ils ne comprenaient pas, mais ils sentaient que quelque chose avait changé. L'ordre immuable de la maison était perturbé. Je vivais dans une terreur constante, chaque son de cloche, chaque appel de mon nom me glaçant le sang. Je priais pour que cela cesse, mais une partie de moi, une partie sombre et affamée, attendait avec une anxiété fébrile le prochain contact, le prochain regard volé. J'étais devenu un drogué et son attention était mon poison. Je savais que chaque dose me rapprochait un peu plus de la fin. Un après-midi, alors que je taillais les rosiers morts sous la fenêtre du petit salon, elle m'appela. Elle me montra une cage dorée suspendue près de la vitre, où un petit serin sautillait de barreau en barreau. « Mon père l'a acheté pour moi, » dit-elle, le regard vide. « Il dit que son chant égaye la pièce. Mais moi, je n'entends que le bruit de ses ailes qui heurtent les barreaux. Il a oublié comment voler, vous comprenez? Il pense que cette cage est le monde entier. » Ces mots étaient simples, mais ils contenaient toute la vérité de sa vie. Je vis alors au-delà de la fille du juge, au-delà de la richesse et du pouvoir. Je vis l'oiseau en cage, ses plumes dorées ne servant qu'à masquer sa captivité. Et pour la première fois, ce ne fut pas de la peur que je ressentis pour elle, mais une pitié immense et dangereuse, une compassion qui nous liait bien plus solidement que la pièce d'or dans ma poche. Je posai mon sécateur.
Dans mon village, mademoiselle, les oiseaux ne sont pas en cage. Ils sont libres, mais ils meurent souvent de faim l'hiver ou sont attrapés par les faucons. Je ne sais pas quelle est la pire prison. » Ces mots sortirent de ma bouche avant que j'aie pu les retenir, une brèche dans le barrage de silence que j'avais construit autour de moi. Elle se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis une véritable surprise dans ses yeux, puis quelque chose de plus profond, une forme de reconnaissance. Elle avait entendu non pas l'insolence, mais la vérité de ma propre expérience. Nous étions deux créatures piégées, elle par l'abondance et moi par le manque, mais le résultat était le même, des ailes brisées. Ce jour-là, dans le silence du jardin d'hiver, un pont invisible fut jeté par-dessus le gouffre qui nous séparait, un pont fragile fait de nos douleurs partagées. Nous n'étions plus une maîtresse et son serviteur, mais deux solitudes qui s'étaient reconnues. Nos rencontres se déplacèrent dans les entrailles de la maison, dans les heures les plus sombres de la nuit, lorsque le juge et son monde dormaient d'un sommeil de juste. Je la retrouvais dans la grande cuisine froide, où les ombres dansaient à la lueur d'une unique bougie. Assis sur le sol, de pierres glacées, séparés par une distance respectueuse mais unis par l'obscurité, nous parlions. Ou plutôt, elle parlait. Je suis devenu sa confession, le réceptacle silencieux de toute la rage et le désespoir qu'elle avait accumulé pendant des années. Elle me racontait la tyrannie silencieuse de son père, son mariage arrangé avec un homme qu'elle méprisait, le vide de ses journées réglées comme du papier à musique. Sa voix était un murmure chargé de venin, une litanie de sa propre mort lente. Et moi, j'écoutais, absorbant sa douleur comme une terre sèche absorbe la pluie, sentant sa révolte faire écho à la mienne. Dans ces moments volés, je n'étais plus Julien le domestique. J'étais le seul être humain à qui elle pouvait révéler son vrai visage, celui qui se cachait derrière le masque de perfection glacée. Elle me confidait ses rêves de fuite, ses fantasmes de destruction, son désir de voir tout l'édifice de mensonges de sa famille s'effondrer en cendres. Sa voix était un murmure chargé de venin, une litanie de sa propre mort lente. Et moi, j'écoutais, absorbant sa douleur comme une terre sèche absorbe la pluie, sentant sa révolte faire écho à la mienne. Dans ces moments volés, je n'étais plus Julien le domestique. J'étais le seul être humain à qui elle pouvait révéler son vrai visage, celui qui se cachait derrière le masque de perfection glacée. Elle me confidait ses rêves de fuite, ses fantasmes de destruction, son désir de voir tout l'édifice de mensonges de sa famille s'effondrer en cendres. En me parlant, elle me donnait un pouvoir terrifiant. J'étais le gardien de ses secrets les plus intimes, le seul témoin de sa fragilité. Cette connaissance était une arme plus puissante que n'importe quelle richesse. Je sentais un changement s'opérer en moi. La peur était toujours là, tapie dans l'ombre, mais elle était maintenant mêlée à un sentiment nouveau et enivrant, celui d'être nécessaire. Pour la première fois de ma vie, mon existence avait un poids, une importance. J'étais le miroir dans lequel elle osait enfin se regarder, et cette responsabilité me donnait le vertige. Ce pouvoir, cependant, était un poison à double tranchant. Plus je devenais son confident, plus je devenais dépendant de ces moments de vérité partagés. Ma vie de servitude durant la journée me semblait de plus en plus insupportable, une mascarade grotesque. La haine que je nourrissais pour ma condition trouvait un écho et une validation dans la sienne. Nos deux colères s'alimentaient mutuellement, créant un tourbillon dangereux au cœur de la maison silencieuse. J'ai commencé à la voir non plus comme une maîtresse, mais comme une alliée, une camarade de captivité. L'argent qu'elle me donnait parfois, que je continuais d'accepter par habitude, avait perdu tout son sens. La transaction n'était plus financière, elle était devenue entièrement émotionnelle. Nous échangions des morceaux de nos âmes dans l'obscurité, et je savais que cet échange nous coûterait bien plus cher que quelques pièces d'or. Le danger se resserrait autour de nous comme un étau. Une nuit, alors que nous étions dans la cuisine, nous entendîmes le grincement du parquet à l'étage. C'était le pas lourd et mesuré du juge. Nous restâmes figés, retenant notre souffle, la flamme de la bougie vacillante dans le courant d'air de notre terreur commune. Le bruit des pas se rapprocha, descendit quelques marches de l'escalier principal, puis s'arrêta. Chaque seconde qui s'écoula fut une éternité de torture. J'imaginais déjà la porte s'ouvrir, la lumière d'une lampe nous exposant, le cri, la violence, la faim. Puis, aussi lentement qu'ils étaient venus, les pas s'éloignèrent et remontèrent. Quand le silence retomba, nous étions tous les deux trempés d'une sueur froide.
Le risque n'était plus une idée abstraite, c'était une présence physique, une bête qui rôdait dans les couloirs et qui attendait son heure pour nous dévorer. Après cette nuit-là, je compris que nous avions franchi un point de non-retour. Notre relation n'était plus un jeu de pouvoir ou une simple curiosité. C'était devenu une nécessité vitale, l'air que nous respirions dans l'atmosphère suffocante de cette maison. Nous étions devenus l'encre l'un de l'autre dans une mer de silence et de solitude. Je ne la voyais plus comme la fille de mon maître, et elle ne me voyait plus comme son serviteur. Nous étions simplement Julien et Éléonore, deux âmes brisées qui avaient trouvé un refuge précaire l'une dans l'autre. La peur de la punition était désormais moins forte que la peur de perdre ce lien, cette unique lueur dans nos ténèbres respectives. Et c'est là que résidait la véritable tragédie. Nous nous étions enchaînés l'un à l'autre, avec une dépendance si profonde que je savais, avec une certitude glaciale, qu'elle nous mènerait ensemble à notre perte. La tempête que nous avions nourrie en secret finit par exiger de tout dévaster. Elle éclata une nuit de Mistral, lorsque le vent hurlait autour de la maison comme une âme en peine, couvrant tous les bruits de son immense plainte. Je la trouvais dans la buanderie, cet endroit de labeur et d'humidité où l'odeur de la lessive se mêlait à celle de la pierre froide. Elle n'avait pas allumé de lampe. Elle se tenait debout dans la pénombre, une silhouette pâle éclairée seulement par les éclairs blafards de la lune à travers le soupirail. Elle ne m'avait pas convoqué. Je l'avais suivie, attirée par une force invisible et désespérée, sachant que cette nuit-là, les mots ne suffiraient plus. Nos regards se croisèrent dans l'obscurité, et il n'y avait plus de jeu, plus de transaction, seulement deux êtres au bord du précipice, prêts à sauter ensemble parce que la terreur de la chute était moins insupportable que la solitude de rester au sommet. Elle fit un pas vers moi, puis un autre. Le bruit de sa robe de soie glissant sur les dalles de pierre fut le seul son dans le silence entre deux rafales de vent. Puis sa main, froide comme le marbre d'une statue, se posa sur la mienne. Mon corps tout entier se figea. C'était la première fois qu'elle me touchait sans que ce soit un accident ou un prétexte. C'était un geste délibéré, une reddition. Je sentis la finesse de sa peau contre la rugosité de la mienne, une cartographie de nos mondes impossibles qui se rencontraient. Et dans ce contact, toute la tension accumulée, toute la peur et la colère se brisèrent. Mes doigts se refermèrent sur les siens, non avec douceur, mais avec la force d'un noyé qui s'agrippe à une épave. Je la tirai contre moi, et son souffle court et glacé se mêla au mien. Le monde extérieur cessa d'exister, balayé par l'ouragan que nous étions devenus l'un pour l'autre. Ce ne fut pas un baiser, mais une collision. Nos bouches se cherchèrent dans le noir avec une faim brutale, une urgence qui ne parlait pas de désir mais de survie. C'était un acte de profanation, un sacrilège, commis contre l'ordre du monde, contre son Père, contre Dieu lui-même. Chaque contact était une transgression. Chaque caresse une condamnation. Nous nous sommes effondrés sur un tas de draps propres, leur blancheur immaculée bientôt souillée par notre révolte. Dans cette étreinte désespérée, je n'étais plus le serviteur et elle n'était plus la maîtresse. Nous n'étions que deux corps cherchant une chaleur éphémère avant le gel éternel. Deux âmes brisées tentant de se recoller l'une à l'autre dans l'obscurité, sachant pertinemment que nos morceaux ne pourraient jamais plus s'ajuster. C'était la consommation non pas d'un amour, mais de notre destruction mutuelle, un pacte de suicide scellé dans la chair. Le silence qui suivit fut plus terrible que tous les silences qui l'avaient précédé. Le vent s'était calmé, et à travers le soupirail, la lune projetait maintenant un carré de lumière spectrale sur le sol. Elle reposa à mes côtés, son corps tremblant, non de froid, mais de la secousse de ce que nous venions de faire. Elle ne pleurait pas. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond comme si elle pouvait voir à travers la pierre le ciel vide au-dessus de nous. Je vis sur son visage non pas le soulagement ou la satisfaction, mais la lucidité terrifiante de la condamnée qui vient d'entendre son verdict. Nous avions franchi la dernière frontière. Il n'y avait plus de retour possible. Nous avions transformé notre secret en un crime, une chose vivante et tangible qui respirait maintenant dans l'air entre nous et qui allait exiger d'être nourrie de notre sang. J'avais voulu être un homme à ses yeux, j'étais devenu son complice vers l'échafaud. Je me rhabillais en silence, mes gestes devenus lents et lourds, comme si mes membres pesaient une tonne. Chaque bouton que je refermais était un barreau de plus à notre prison. Elle ne bougea pas, ne dit pas un mot. En quittant la buanderie, je me retournai une dernière fois. Elle était toujours là, une tache de soie sombre sur la blancheur des draps, une reine déchue sur son trône de misère.
En remontant les escaliers de service, chaque marche grinçait sous mes pieds comme un avertissement. La peur n'était plus une simple angoisse, c'était une certitude physique, un nœud de glace dans mes entrailles. L'acte que nous venions de commettre n'était pas un secret qui pouvait être gardé, c'était une graine plantée dans le sol de cette maison. Une graine qui allait germer dans l'obscurité, grandir à travers les parquets et les murs et finalement éclater au grand jour dans une floraison de sang et de ruines. J'avais enfin pris le dessus, non sur elle, mais sur notre destin à tous les deux, et je l'avais condamnée. Le changement s'insinua dans la maison non pas comme un cri, mais comme une moisissure silencieuse qui progresse dans l'obscurité. Je le vis d'abord en elle. La flamme de sa rébellion, cette colère froide qui m'avait tant fasciné, s'était éteinte, laissant place à une fragilité nouvelle, presque transparente. Son visage avait pris la pâleur de la cire, et des ombres violacées s'étaient creusées sous ses yeux, des stigmates de nuit sans sommeil. Elle se déplaçait dans les couloirs avec une lenteur infinie, une main souvent posée sur son ventre, un geste inconscient de protection ou de désespoir. Elle sursautait au moindre bruit, et son regard, autrefois si perçant, était devenu fuyant, perdu dans une contemplation intérieure qui me terrifiait. Les autres domestiques murmuraient qu'elle couvait une maladie, une langueur de femme riche. Mais moi, je savais. Je savais que le poison que nous avions distillé ensemble dans l'ombre commençait à faire son œuvre, et que son corps était devenu le premier champ de bataille de notre guerre perdue. La confirmation vint une nuit dans la cave à vin. L'air y était glacial et sentait la terre humide et le temps arrêté. Je l'avais suivie, sentant que son silence était sur le point de se rompre. Elle se tenait entre les rangées de bouteilles endormies, une bougie à la main dont la lumière tremblante jetait nos ombres démesurées sur les murs de pierre. Elle ne pleurait pas, elle me regarda simplement, et dans ses yeux, je vis le reflet de ma propre condamnation. Sans un mot, elle prit ma main, cette main de serviteur, calieuse et sale, et la posa sur le velours de sa robe, juste au-dessous de sa taille. Je sentis d'abord la chaleur de son corps, puis une fermeté subtile, la promesse infime d'une vie qui était la preuve tangible de notre crime. Le sol sembla s'ouvrir sous mes pieds. Ce n'était plus un secret, un souvenir brûlant. C'était une chose vivante, un germe de notre mort qui grandissait en elle, un témoin de chair qui, en naissant, signerait nos deux arrêts de mort. Dès lors, tout bascula. Le pouvoir que j'avais cru prendre sur elle se mut en un fardeau insoutenable. Elle n'était plus la maîtresse du jeu, la rebelle qui cherchait à profaner sa propre cage. Elle était devenue une bête traquée, dont la seule pensée était la survie. Nos rencontres nocturnes n'étaient plus des confessions enflammées, mais des suppliques murmurées. Elle me parlait de remèdes de bonne femme, de femmes dans les ruelles du port qui pouvaient arranger les choses, des mots qui me glaçaient le sang. Elle me demandait de l'aider à fuir, de trouver de l'argent, de l'emmener loin de Marseille, loin de son père. Mais où pouvions-nous aller? J'étais un domestique sans un sou, elle était une femme dont la disparition déclencherait une chasse à l'homme dans toute la France. La chaîne qui nous liait n'était plus faite d'or ou de secrets, mais de chair et de sang. Et chaque jour qui passait, elle se resserrait un peu plus autour de nos cous, nous tirant inexorablement vers le même abîme. Le monde extérieur commença à sentir l'odeur du secret. Le regard du majordome se fit plus insistant, ses questions sur mes allées et venues plus précises. Une des femmes de chambre fit une remarque acide sur le teint de mademoiselle Éléonore. Mais le plus grand danger venait du juge. Un soir, durant le dîner, le silence fut rompu par sa voix, froide et tranchante comme une lame. « Éléonore, vous ne mangez rien depuis des semaines, vous avez l'air souffrante. Votre mère s'inquiète. » Son regard ne la quitta pas, un regard d'entomologiste épinglant un insecte. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était un interrogatoire, une accusation. Je sentis une goutte de sueur couler le long de ma colonne vertébrale. Ma main qui tenait la saucière trembla. Je n'osais pas la regarder, mais je sentis sa terreur traverser la table. Le gardien de la prison avait remarqué une anomalie dans sa cellule la plus précieuse. L'enquête avait commencé, silencieuse et implacable. Notre dernière rencontre eut lieu dans la buanderie, là où tout avait basculé. L'odeur de la lessive et de l'humidité me parut être celle d'un linceul. Elle m'attendait dans l'obscurité, et sa voix, quand elle parla, était blanche, vidée de toute émotion. « Il n'y a qu'une seule issue, Julien, une seule façon de tout effacer, de nous effacer.
Je ne compris pas tout de suite si elle parlait de fuite, de meurtre ou de suicide. Elle se rapprocha, son visage une tache pâle dans la pénombre. Mon père a un voyage d'affaires prévu dans 2 jours. Il sera absent une nuit, une seule nuit. C'est tout le temps que nous aurons. Son calme était plus effrayant que toutes ses crises de panique. Elle avait pris une décision. Elle n'était plus la victime, elle était redevenue l'architecte de son destin. Mais cette fois, le plan qu'elle dessinait dans l'ombre n'était pas un jeu de transgression. C'était le plan de notre fin, et elle me demandait d'être son complice, une dernière fois. La nuit convenue arriva, portée par un vent qui semblait vouloir arracher les tuiles des toits et jeter la mer sur la ville. J'attendais dans la buanderie, le cœur battant au rythme des volets qui claquaient contre la façade. Chaque ombre qui dansait était pour moi celle du juge, revenu pour nous surprendre. Quand Éléonore apparut enfin, elle n'était pas la fugitive que j'attendais. Elle ne portait ni bagages ni manteau de voyage. Dans ses mains, elle tenait un petit flacon de verre sombre et un paquet de linge. Son visage, d'une pâleur de lune, était dénudé de toute expression, ses yeux fixés sur un point invisible au-delà de moi. Elle n'avait pas l'intention de fuir avec moi. Elle était venue pour mener sa propre guerre, une bataille silencieuse et solitaire contre la vie qui s'était nichée en elle. Et son plan n'était pas une évasion, mais une annulation, une tentative désespérée d'effacer la preuve de notre existence commune. Elle me fit signe de ne pas approcher, un geste impérieux qui rétablit en un instant la distance entre nous, la servante et la maîtresse. J'étais redevenu un simple témoin, un meuble dans la pièce de sa tragédie. Elle s'assit sur le sol froid, le dos contre le mur, et, sans une hésitation, déboucha le flacon et en but le contenu d'un trait. Je restai paralysé, un cri muet coincé dans ma gorge. La violence de la scène ne fut pas dans le sang, mais dans le son. Un gargouillement rauque, suivi d'un spasme qui secoua tout son corps. Elle se plia en deux, le visage contracté par une douleur que je ne pouvais qu'imaginer, une agonie intime et barbare. Les bruits de sa souffrance étaient presque entièrement couverts par la fureur du Mistral, comme si le monde lui-même conspirait pour garder le secret de son sacrifice. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle endurait, seule, son dernier acte de rébellion, son ultime et terrible reprise de contrôle. Puis, à travers le vacarme de la tempête, un autre son se fit entendre, plus terrible encore, car il n'aurait pas dû exister. Le roulement de roues d'un fiacre sur les pavés de la cour. Un bruit lourd, régulier, impossible. Le juge, il était rentré. La porte principale de la maison s'ouvrit et se referma avec la détonation d'un jugement final. Nous entendîmes ses pas dans le vestibule, puis dans le couloir, des pas qui ne se dirigeaient pas vers ses appartements, mais vers nous. Chaque marche était un coup de marteau sur l'enclume de mon cœur. La porte de la buanderie s'ouvrit lentement, sans un grincement. Il se tenait sur le seuil, une lanterne à la main, sa haute silhouette découpant une ombre menaçante. Son regard balaya la scène, sa fille recroquevillée sur le sol, et moi, le domestique, à genoux à ses côtés, les mains tendues dans un geste inutile. Il ne montra aucune surprise, aucune colère, juste le calme effrayant d'un homme qui voit ses pires soupçons se matérialiser. Le silence qui s'installa fut une chose vivante, une pression qui nous écrasa contre le sol. Le juge Beaumont ne nous regardait pas comme un père ou un maître trahi, mais comme un entomologiste examinant des insectes immondes épinglés sous verre. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva enfin, ne fut qu'un murmure glacial, plus tranchant que n'importe quel cri. Il ne s'adressa ni à elle ni à moi. Il parla à 2 ombres qui se tenaient derrière lui, 2 hommes robustes dont je n'avais pas remarqué la présence. Pour elle, l'asile. Trouver un médecin qui signera le certificat. Hystérie et délire. Faites en sorte que son nom ne soit plus jamais prononcé dans cette maison. Puis, son regard se posa sur moi pour la première et dernière fois. Pour lui, la place du port, qu'il serve d'exemple. Chaque mot était un verdict, prononcé non par la loi des hommes, mais par la sienne, absolue et sans appel. Il venait de nous rayer du monde des vivants. Je les ai vus l'emporter. Elle ne se débattit pas. Son corps était inerte, ses yeux vides fixaient un point au-delà des murs, au-delà de la souffrance. Ils l'enveloppèrent dans une couverture rugueuse, comme on empaquetait un objet brisé, une porcelaine précieuse devenue un débris sans valeur.
Elle n'était plus Éléonore, elle était devenue une maladie honteuse, un secret à enterrer dans les murs d'un asile où les cris se perdent. J'ai voulu hurler son nom, me jeter en avant, mais une main puissante m'agrippa et une paume s'abattit sur ma bouche, étouffant mon cri. Ma dernière vision d'elle fut une mèche de ses cheveux châtains qui glissa hors de la couverture, brillant un instant dans la lumière de la lanterne avant de disparaître à jamais dans l'obscurité du couloir. La porte se referma et avec elle, le livre de sa vie. Elle avait été réduite au silence, la punition ultime pour une femme qui avait osé avoir une voix. Mon châtiment, lui, fut public. On me traîna dehors, dans le vent et la pluie, jusqu'à la place du Vieux-Port, celle-là même où j'avais vu le voleur de pain humilié. On m'attacha au pilori, le torse nu exposé au regard d'une foule matinale attirée par le spectacle. Le majordome, debout sur une estrade, lut ma sentence d'une voix claire et forte. Il ne parla pas de notre secret, de notre douleur partagée. Il parla de corruption, de vol, d'un serviteur diabolique qui avait abusé de la faiblesse d'une jeune fille innocente et fragile d'esprit. Puis le fer rouge approcha. L'odeur de ma propre chair brûlée monta à mes narines, et la douleur me submergea. Mais elle n'était rien comparée à l'agonie de l'humiliation. Il ne se contentait pas de me punir, il réécrivait notre histoire, la transformant en une fable morale sordide pour préserver l'honneur de leur monde. J'étais devenu le monstre de leur récit, et ma peau porterait à jamais la marque de leurs mensonges. Des années ont passé. La cicatrice sur mon dos est une carte de ma vie détruite, un rappel constant que la justice n'est que le luxe des puissants. Je suis une ombre dans les ruelles de cette ville qui ne m'a jamais appartenu. La demeure des Beaumont se dresse toujours face au port, ses fenêtres closes comme des yeux morts, un mausolée de pierre gardant des secrets que personne ne cherchera jamais à connaître. Parfois, les nuits de Branvent, je crois encore entendre sa voix. Ce n'est pas un cri de douleur, mais un murmure, la question d'une âme oubliée, demandant si quelqu'un se souvient. Il y a tant de murmures comme les nôtres, emmurés vivants dans le silence des grandes familles, tant d'histoires qui attendent qu'une oreille se tende pour les écouter. Si vous écoutez attentivement, lorsque le monde se tait, vous pourriez, vous aussi, commencer à les entendre.